La CIM, association reconnue d'utilité publique depuis 200 ans, œuvre chaque jour à stimuler l'effervescence entrepreneuriale du territoire. Pour célébrer ses 200 ans, elle a créé les CIM Talks, le podcast des bâtisseurs d'avenir. Découvrez une série d'entretiens où l'on donne la parole aux entrepreneurs d'hier, à ceux qui entreprennent aujourd'hui pour donner envie à ceux qui entreprendront demain. Bonne écoute! Deux siècles ont passé et la Société industrielle de Mulhouse existe toujours. Je me rappelle, à ses débuts, le 24 décembre 1820, mon frère faisait partie des membres fondateurs. À cette époque, les idées bouillonnaient beaucoup plus vite que les diligences circulaient. Expliquez-moi, mon cher Régis, comment cette Société industrielle de Mulhouse, fondée par des amis à la base, est devenue une institution bicentenaire aujourd'hui? Cher Nicolas, la Société industrielle est née d'un besoin simple, celui de fédérer des industriels pour qu'ils unissent leurs forces en matière d'innovation, de réflexion sociale, de formation, dans le but de faire face à leurs concurrents. Oui, je vois bien à leur visage Engelmann, Zuber, Dollfuss, Schlumberger, des jeunes entrepreneurs qui en voulaient à l'époque. Nous partageons trois choses: la foi dans le travail, le goût de la raison et le souci du bien commun. Absolument. Et ceci dit, il n'y a pas un phénomène de naissance spontanée. Il faut replacer l'apparition des sociétés industrielles de Mulhouse dans un triple contexte, en quelque sorte. D'abord, en 1826, à Mulhouse, on est français depuis 28 ans seulement, et l'industrie des toiles peintes, qui a démarré au milieu du XVIIIe siècle, qui a prospéré rapidement, est en fait confrontée à un certain nombre de problèmes économiques. Et c'est dans ce contexte-là que, face à la concurrence, les industriels des toiles peintes à Mulhouse se disent qu'il faudrait peut-être se grouper et faire œuvre collective dans le domaine de l'innovation technique, mais des politiques sociales également, pour pouvoir faire face à cette concurrence. Si on devait, c'est le deuxième point, faire un portrait de groupe, comme vous l'avez esquissé, cher Nicolas, de ces jeunes gens, on pourrait dire qu'ils sont unis par un triple lien. D'abord un lien familial, puisqu'ils descendent, pour certains d'entre eux, de Samuel Quéclin, votre grand-père, ou de Jean-Henri Dollfuss. Le deuxième lien est un lien entrepreneurial ou capitalistique, puisque ces jeunes gens sont associés dans les affaires familiales, ont été associés dans les affaires familiales depuis un certain temps. Et puis il y a un troisième lien qui les unit tous. C'est un lien plus complexe qui articule à la fois la religion, puisqu'ils sont calvinistes, un ensemble de convictions philosophiques et politiques, et notamment la foi dans la raison, dans le progrès, l'adhésion à un certain nombre de valeurs comme la franc-maçonnerie. Et puis vos cousins ou votre frère ont également à cœur de s'investir dans des charges communales, des charges électives, qu'elles soient communales, protestantes ou nationales. Donc on a vraiment des jeunes gens qui veulent être acteurs de leur temps au sens économique, politique et social. Mais dites-moi, Régis, quels sont les objectifs et l'organisation de la Société industrielle de Mulhouse? Alors les statuts de 1826 sont très clairs. Ils postulent la nécessité de propager l'industrie par l'innovation. On prévoit de créer une bibliothèque, on prévoit de créer un bulletin, on prévoit de remettre des prix, et on prévoit également de s'intéresser à la question sociale et, entre guillemets, à l'amour du travail du côté des ouvriers. Je ferme la guillemets. Alors tout ça débouche sur la création d'un certain nombre de comités. Les deux premiers comités à voir le jour, c'est le comité de chimie et le comité de mécanique. Vont suivre d'autres comités, un comité du commerce en 1829, un comité des sciences naturelles la même année, puis ensuite un comité d'économie sociale. Et ce qu'il est important de voir, c'est que dans ces comités, on retrouve en fait souvent à peu près les mêmes personnalités, en gros une quarantaine, qui sont très actifs au sein de tous ces comités, tout en siégeant par ailleurs, par exemple à la Chambre de commerce, au conseil municipal de Mulhouse. Et en fait, la structuration de la CIM est quelque chose à la fois, c'est des statuts stricts, novateurs, mais en même temps quelque chose d'assez décentralisé, puisque le président
se contentent, si je puis dire, d'organiser les travaux, de fédérer un petit peu les choses, mais en aucun cas il ne décide ou oblige à quoi que ce soit, hein. C'est vraiment quelqu'un autour de qui les travaux et les initiatives se fédèrent. Alors ces présidents, on peut peut-être en dire un ou deux mots. Le premier, c'est Isaac Schlumberger, et il est suivi assez rapidement par Jean Zubercart, Émile Dollfuss, et même ensuite votre fils, Nicolas Quéclin, dans les années 1860, sera à son tour, à partir de 1861, président de la CIM. Et sans doute que ces statuts contribuent au dynamisme et à la pluralité d'initiatives de la société industrielle. Je souhaitais réunir en ce lieu la Bourse au coton, la Société industrielle de Mulhouse et la Chambre de commerce. Ces trois temples de la société industrielle moderne. Je ne faisais pas partie des membres fondateurs, mais j'ai très vite soutenu leur œuvre en leur donnant un bâtiment digne de leur ambition. Effectivement, vous avez fait un beau cadeau avec ce bâtiment, mais il faut se replacer un petit peu dans le contexte. Celui des années 1820, au cours desquelles la ville étouffe un peu dans sa structure de l'époque moderne. On a déjà commencé d'abattre les portes et les murailles, mais enfin on voit fleurir les manufactures tout autour de la ville. Et c'est dans ce contexte-là que, avec les Dollfuss et les Merian, vous décidez d'acheter une quinzaine d'hectares entre l'ancienne porte de Bâle et le canal Monsieur, pour y créer un projet d'urbanisme d'origine complètement privée, pour y installer des habitations bourgeoises et des commerces. Vous faites don en 1829 du bâtiment central qui, à l'époque, a à chaque extrémité un hôtel particulier, d'un côté celui de la famille Dollfuss et de l'autre côté le vôtre. Alors, à charge pour la CIM d'achever les travaux d'aménagement intérieur du bâtiment central, et on rappelle également qu'à l'époque, le square triangulaire était un square privé dont seuls les copropriétaires habitant autour de la place avaient la clé. Et assez rapidement, ce bâtiment devient le symbole de toutes les actions organisatrices, collectives de la CIM. C'est là où se réunissent les comités, c'est là où s'installent progressivement les écoles créées par la société industrielle, les collections, et ce bâtiment est agrandi à plusieurs reprises pour pouvoir loger et accueillir toutes ces initiatives. C'est très bien, Régis, ce que vous me dites, mais vous avez abordé seulement quelques initiatives de ce que la CIM a réalisé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Alors, tout un ensemble de choses. En étant non exhaustif, on peut en lister quand même quelques-unes. On assiste à un certain nombre de réalisations vraiment intéressantes. Par exemple, dans le domaine de la formation. Puisqu'en plus de soutenir l'école de chimie qui est née en 1822, le comité de chimie et la CIM créent un certain nombre d'écoles de formation professionnelle, école de mécanique, école de filature-tissage, école de dessin, et même une école de commerce, et c'est le premier point. Deuxième domaine d'action, la CIM est le creuset d'une réflexion sociale qui commence très précocement, dès 1827. Jean-Jacques Bourcard s'intéresse, et avec lui d'autres industriels, à la question de la limitation du travail des enfants. L'idée, c'est de l'encadrer, interdire le travail des enfants de moins de 8 ans, et puis encadrer le travail d'enfants plus âgés. Et c'est d'ailleurs cette réflexion entamée à Mulhouse qui débouchera des années plus tard sur la grande loi votée en 1841, encadrant le travail des enfants sous la monarchie de Juillet. On a donc à Mulhouse une espèce de projet émancipateur né chez des patrons protestants qui souhaitent en fait transformer leurs ouvriers, enfin les hommes avec un H majuscule, en hommes libres. Toutes ces initiatives qui néanmoins, faut pas le négliger, relèvent quand même parfois de réponses au contexte. Parmi ces initiatives sociales, il y a également à partir de 1853 ce qui va donner naissance aux cités ouvrières. Cette idée qu'il faut construire des logements ouvriers dignes pour en particulier les ouvriers les plus qualifiés, pour les enraciner, les fixer en quelque sorte à Mulhouse. Troisième et dernier domaine d'action, les arts et la culture. Les industriels mulhousiens sont à l'origine de collections. Progressivement, les industriels vont doter Mulhouse d'un certain nombre de musées. Donc voilà tout un ensemble d'initiatives, d'actions nées de l'action collective dont la CIM est le centre.
Voilà ce qui faisait notre force, ne pas séparer la technique de la société. Le progrès devait servir à tous à l'époque, et pas seulement à certaines personnes, mais c'était améliorer la condition humaine avant tout. Absolument, et sans industrie, pas de développement économique et pas de développement social. Mais du coup, après moi, qu'est-ce qui s'est passé à la CIM? Comment ça a évolué ici, les années après? Une fois que je suis parti, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on peut distinguer en gros 3 périodes. Il y a à partir de 1870 la période marquée par l'annexion de l'Alsace suite à la défaite militaire de 1870. D'une part, ils perdent leur pouvoir politique et d'autre part, ils perdent également progressivement une partie du levier social qui leur permettait de gérer en commun la politique sociale. Ce qui a évidemment les lois de Bismarck, les lois sociales de Bismarck. Néanmoins, pendant cette période, la CIM reste à l'origine d'un foisonnement d'initiatives culturelles. Je songe notamment à la construction du nouveau musée qui abrite aujourd'hui le musée d'impression sur étoffe. La CIM se recentre sur ses activités culturelles via des conférences, via tout un tas de choses, se recentre également sur l'enseignement professionnel auquel elle apporte un soutien constant. On peut également relever que le bulletin de la CIM continue à paraître en français. De la même manière qu'en 1902, le monumental ouvrage L'histoire documentaire de Mulhouse, plus de 1000 pages, plus de 5 kilos de papier, est un véritable monument élevé par les industriels à leur gloire et à la gloire de ce territoire mulhousien qui a vu se développer un ensemble d'entreprises. Première période. Deuxième période, il y a à partir de 1919 un premier retour à la France. Et c'est une période qui est un peu compliquée parce qu'elle est marquée tout à la fois par les difficultés économiques d'un certain nombre d'entreprises textiles, une crise des débouchés, vis-à-vis de laquelle quelqu'un comme Valac va essayer d'œuvrer en réfléchissant aux débouchés coloniaux. C'est le moment de l'office colonial de Mulhouse et les entreprises mulhousiennes vont essayer de rechercher en Afrique du Nord, en Indochine, des débouchés pour leur cotonnade. Et puis à partir de 1945, s'ouvre une troisième et dernière période, marquée par, au niveau du contexte, par un poids accru de l'État dans le domaine économique, social et culturel, mais malgré tout, la société industrielle, d'abord dirigée par Jean Dollfus, puis ensuite par Philippe Migue, puis ensuite par Bernard Thierry Migue, ou Jacques-Henri Gros, reste, malgré la désindustrialisation, malgré le changement de contexte économique, à l'origine d'un certain nombre d'initiatives. La coopération transfrontalière, l'Université de Haute-Alsace, et plus largement les questions de formation, bref, tout un tas de choses qui la rendent utile. Et finalement, quel que soit le contexte et quelles que soient les périodes, on retrouve là l'ADN de la CIM, en quelque sorte, c'est d'être utile à ses entrepreneurs et à son territoire. Mais aujourd'hui, Régis, qui fréquente encore cette maison que nous avons fondée? Alors, les membres de la CIM sont un peu à l'image de l'évolution du territoire haut-rhinois. Au risque de vous faire de la peine, il n'y a plus d'entrepreneurs du textile et toutes les grandes dynasties familiales, protestantes, ont malheureusement, pour la plupart, disparu. Et il y a eu effectivement, depuis les années 50 à Mulhouse, un phénomène de mutation industrielle qui s'est accompagné du déclin du textile, des mutations de la construction mécanique. On a vu apparaître Peugeot à partir des années 60, vos cousins Peugeot du pays de Montbéliard. Pour toutes ces raisons, sociologiquement parlant, les membres de la CIM ont évolué. Ce ne sont plus les mêmes et on y compte aujourd'hui toujours des inventeurs, des enseignants, des entrepreneurs, mais dans d'autres domaines. Les domaines qui aujourd'hui sont les points forts de Mulhouse, la construction électrique, la construction mécanique, les nouvelles technologies, voilà, plein de domaines, mais qui sont évidemment plus ceux du 19e siècle. Alors l'esprit est sauf, l'industrie a changé de visage mais pas de cœur. Absolument, 2 siècles après, la CIM fête son bicentenaire et elle est toujours
le lieu où les bâtisseurs d'avenir se réunissent. Voilà un beau mot. Mais l'avenir n'a jamais été une promesse, Régis. C'est un chantier permanent. À l'époque, nous avions les trains, les machines à vapeur. Aujourd'hui, vous avez la nouvelle technologie, les smartphones. Tout va 2 fois plus vite. Mais aujourd'hui, nous allons fêter le bicentenaire de la cime. Mais après, c'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir? On peut construire l'avenir en tirant le meilleur parti, en tirant les fruits des leçons qui ont été apprises avec le temps. Et je pense qu'on peut bâtir l'avenir si on tient compte des caractéristiques qui sont gravées quelque part dans l'ADN de la société industrielle de Mulhouse. Alors mes amis, continuez à bâtir, continuez à rêver et faites donc à votre tour ce que nous avons fait.